Je n'avais jamais eu l'intention de remettre en question les livres d'histoire, mais en voyant ces bâtiments, ces dômes de verre impossibles s'étendant sur des hectares, ces palais de terre cuites aux sculptures que nous serions incapables de reproduire aujourd'hui, ces halls d'exposition érigés en quelques mois, là où il nous faudrait des années, j'ai compris. Il ne s'agissait pas de constructions primitives tirées par des chevaux, mais d'un héritage. Et puis, comme une horloge, les catastrophes sont arrivées. Des incendies qui ont réduit des villes entières en cendres, des inondations qui ont enseveli des rez-de-chaussée en une nuit sur plusieurs continents, des tremblements de terre d'une précision chirurgicale. Demandez-vous, quelles sont les chances que toutes les grandes villes abritant ces phénomènes improbables aient subi une destruction catastrophique dans le même laps de temps? Et à chaque catastrophe, l'effet domino se déclenchait. Les techniques de construction ont disparu, les plans architecturaux ont brûlé, les maîtres artisans se sont tus, les registres de population se sont fragmentés, les données de recensement sont incohérentes. Des trains d'orphelins ont transporté des centaines de milliers d'enfants venus de nulle part. Les asiles se sont remplis de familles entières, perdues et déchirées. Et c'est alors que je suis tombé sur la question qui a tout bouleversé. S'il y a eu un autre monde avant le nôtre, une civilisation dont on nous a dit qu'elle n'existait pas, où sont passés tous ses habitants? Pas les bâtiments, pas l'architecture, mais les gens, les témoins, les survivants. Où sont-ils? Tout a commencé avec des photographies, des scènes de rue de la fin du 19e siècle, prises dans des villes du monde entier. San Francisco, Melbourne, Moscou, Buenos Aires, Chicago. Je faisais des recherches sur le développement urbain quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur de nombreuses images, des rues en travaux, des immeubles dont le rez-de-chaussée était partiellement enterré, des ouvriers qui creusaient des pâtés de maisons entiers. Les légendes officielles parlaient de travaux de terrassement ou de surélévation de la voirie. Mais l'échelle était incorrecte, la fréquence était incorrecte, le timing était incorrect. Rien qu'à San Francisco, entre 1850 et 1915, la ville semble s'être excavée et nivelée à plusieurs reprises, non pas pour de simples ajustements, mais pour des quartiers entiers. Et le plus étrange, c'est que personne ne semblait trouver cela anormal. Aucune protestation des propriétaires, aucune indignation publique face à ces dépenses colossales, aucun registre précis de la provenance et de la destination de toute cette terre. Juste des milliers d'ouvriers, jour après jour, déplaçant des quantités astronomiques de terre, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Cela soulève une question simple, mais cruciale. Si un événement, ou une série d'événements, a recouvert de boue et de débris des pans entiers de villes à travers le monde. Où sont les témoignages directs? Où sont les récits des survivants? Ce schéma se répète avec une précision troublante à travers les continents et les décennies. J'ai commencé à compiler des rapports provenant de journaux, d'archives municipales et de sociétés historiques. Ce que j'ai découvert, ce n'est pas une conspiration du silence, mais quelque chose de plus subtil et de plus inquiétant. Une absence systématique d'explication. Prenons l'exemple de Chicago après l'incendie de 1871. La ville se reconstruit à une vitesse stupéfiante. Des centaines de bâtiments somptueux, dont certains qui auraient nécessité des années de construction selon les méthodes traditionnelles, apparaissent en moins d'une décennie. Pourtant, lorsqu'on recherche des documents de construction détaillés, des plans architecturaux, des témoignages d'ouvriers, la documentation est lacunaire et incohérente, comme si l'on s'était efforcé de consigner la construction des bâtiments, mais non la manière dont ils ont été construits ni par qui. Prenons l'exemple des grands trains d'orphelins américains qui ont circulé de 1854 à 1929. Selon la version officielle, 250 zéro enfants, voire davantage, ont été transportés des villes de l'Est vers des familles d'accueil dans l'Ouest et le Midwest. On nous dit qu'il s'agissait d'enfants des rues, d'enfants d'immigrants, victimes de la pauvreté urbaine. Mais plus je me plongeais dans les archives, moins ces chiffres me paraissaient cohérents. 250 zéro enfants, ce n'est pas un programme social. Il s'agit d'une réinitialisation démographique.
Et c'est là que les archives des asiles deviennent incontournables. Entre 1840 et 1880, un événement extraordinaire s'est produit aux États-Unis. La construction de centaines d'immenses institutions psychiatriques. Il ne s'agissait pas de petits établissements, mais de structures fastueuses, dont beaucoup étaient construites dans le même style orné que celui des expositions universelles et des grands édifices civiques d'antan. L'asile d'aliénés de Trans-Allegheny, l'asile d'aliénés d'Athens, l'asile d'État de Buffalo, l'hôpital d'État de l'Oregon, et ainsi de suite. L'explication officielle est qu'il s'agissait d'un mouvement progressiste, d'une tentative de réforme visant à traiter les malades mentaux avec humanité. Cette explication ne tient plus. La rapidité de la construction, la sophistication architecturale, le nombre impressionnant de lits, tout cela s'est produit à une époque où, nous dit-on, l'Amérique sortait à peine de son statut de terre pionnière. Mais voici ce qui me préoccupe vraiment. Qui a rempli ces asiles? Les archives, lorsqu'elles existent, révèlent des milliers et des milliers de patients présentant des diagnostics étonnamment similaires. Mélancolie, manie aiguë, amnésie, confusion mentale. Nombreux sont ceux dont les antécédents médicaux ne sont pas consignés avant leur admission. Aucun document familial, aucune origine connue, juste des prénoms, parfois des noms de famille, et un diagnostic qui semble conçu pour expliquer un seul et unique problème, perte de mémoire. Et si ce n'était pas des centres de soins? Et si c'était des centres de confinement? Imaginez, si une catastrophe avait bouleversé la civilisation à grande échelle, enseveli des villes, déplacé des populations, détruit les infrastructures, à quoi ressemblerait le monde après? Il y aurait des survivants errants, désorientés, traumatisés, des gens qui racontent des histoires sur le monde d'avant, des histoires qui ne correspondaient pas aux nouveaux récits en construction, des histoires qu'il fallait gérer, non pas éliminer, non pas par la violence, mais réorienter, contenir, médicaliser. Quel meilleur moyen de discréditer un témoin que de l'interner? De qualifier ses souvenirs de délire, de mélanger de véritables survivants avec des patients ayant réellement besoin de soins, créant ainsi un système où vérité et folie deviennent indiscernables. Les archives montrent que de nombreux patients ont été internés pour des raisons qui paraissent aujourd'hui absurdes. Attente politique, lecture de roman, enthousiasme religieux, nostalgie. Ce dernier point revient sans cesse dans les dossiers d'admission. La nostalgie, un désir excessif du passé, ou peut-être une nostalgie d'un passé qui, officiellement, n'a jamais existé. Si cette enquête vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour explorer plus en profondeur les mystères architecturaux et l'histoire oubliée. Mais les adultes pouvaient être contenus, gérés par les institutions et la pression sociale. Les enfants posent des questions auxquelles leurs parents ne peuvent ou ne veulent pas répondre. C'est ainsi qu'ont été créés les trains d'orphelins. 250 000 d'enfants arrachés aux centres urbains et dispersés dans l'Amérique rurale, où ils grandiraient coupés de leurs origines, intégrés à des familles ignorant tout de leur passé, leurs souvenirs étant relégués au rang de simples fantasmes enfantins. Les documents officiels sont d'une imprécision exaspérante quant à la provenance de ces enfants. Enfants des rues, enfants sans abri, des enfants trouvés. Mais les enfants trouvés n'apparaissent pas par dizaines ou par centaines. Et pourtant, c'est exactement ce que nous voyons. Des rafles massives d'enfants pris en charge par des institutions comme le New York Foundling Hospital ou la Children's Aid Society, puis expédiés vers l'Ouest avec un minimum de documents concernant leur famille ou leurs origines. Certains chercheurs ont constaté un nombre frappant d'enfants dans ces programmes qui n'avaient aucun souvenir de leurs parents. Non pas des orphelins ayant vécu un deuil, mais des enfants qui, tout simplement, ne se souvenaient de rien. Comme s'ils avaient vécu un traumatisme si profond que des pans entiers de leur enfance avaient été effacés. Qu'advient-il de la mémoire collective d'une société lorsqu'on prive 250 de ses plus jeunes témoins? Ce phénomène s'étend désormais à d'autres régions du monde, car il ne se limite pas aux États-Unis. Plus j'approfondissais mes recherches, plus je découvrais des programmes similaires opérant simultanément à travers le globe.
Les programmes de migration d'enfants en Australie, le programme canadien d'accueil d'enfants, les programmes d'immigration d'enfants au Royaume-Uni, les orphelinats argentins, les hôpitaux pour enfants trouvés en Russie, tous ces programmes ont fonctionné à peu près à la même époque, des années 1850 au début des années 1900. Tous ont impliqué le déplacement massif d'enfants. Le tout est accompagné d'une documentation à la fois exhaustive et superficielle. Nous avons des chiffres, des dates, des noms, mais presque aucune histoire, aucune voix, aucun souvenir préservé. Cela soulève une question simple mais cruciale à laquelle je reviens sans cesse. Comment coordonner une telle chose à l'échelle mondiale? À une époque où les communications rapides n'existaient pas, où les organisations internationales n'existaient pas, où l'infrastructure que nous associons à la coopération mondiale n'existait pas, comment des dizaines de nations pouvaient-elles mettre en œuvre simultanément des programmes quasi identiques de gestion des populations déplacées? Non pas pourquoi elles le faisaient, ni quand elles le décidaient, ni sous quelle autorité. Non, comment? Comment une telle coordination est-elle possible sans laisser de traces écrites qui la rendent explicite? À moins qu'il ne s'agisse pas de coordination du tout, à moins qu'ils n'aient tous réagi au même événement. J'ai mentionné précédemment que cette enquête avait débuté par l'étude des bâtiments. Nous y revenons maintenant car l'architecture raconte sa propre histoire de l'oubli. Parcourez n'importe quelle grande ville construite avant 1920 et vous découvrirez des édifices dont la construction semble impossible compte tenu des dates annoncées. Palais de justice, guerre, bibliothèque, hall d'exposition, tous témoignent d'un savoir-faire et d'une sophistication architecturale que l'on attribuait à des civilisations que l'on croyait primitives, voire inexistantes, quelques décennies auparavant. Les preuves suggèrent pourtant une réalité bien plus vaste. Il est possible que ces bâtiments n'aient pas été construits durant les périodes indiquées. Ils ont pu être mis au jour, réaménagés ou simplement renommés. Mais accepter cette possibilité revient à admettre l'existence d'une infrastructure ayant déjà subsisté pendant toute une civilisation. Il fallait justifier l'existence de ces infrastructures, ou mieux encore, les intégrer à un nouveau récit où elles nous auraient toujours appartenu. Mais ces bâtiments avaient besoin de gardiens, des personnes pour les gérer, les exploiter, les entretenir. Et c'est là que l'on observe une autre tendance curieuse, l'essor des certifications et des diplômes professionnels à la fin du 19e siècle. Soudain, une formation spécifique était nécessaire pour devenir architecte, médecin ou ingénieur. Les savoirs anciens, ceux qui se transmettaient par l'expérience ou l'apprentissage, ont été systématisés, formalisés, contrôlés. Une fois intégrés, ils sont devenus incontournables. L'effacement simultané d'un système de connaissances et la mise en place d'un autre s'opèrent non par la force, mais par la bureaucratie, par les diplômes, par l'affirmation tacite que les anciennes méthodes étaient primitives, non scientifiques et dangereuses. Et qui n'a pas pu obtenir de justificatif? Les personnes âgées, les traumatisés, les patients des asiles, les enfants dispersés dans les campagnes, les témoins. Dans les années 1920 et 1930, quelque chose change dans les archives historiques. Les lacunes commencent à se combler. La documentation se fait plus cohérente, les photographies plus nombreuses, les témoignages personnels plus en phase avec les récits officiels. C'est comme si le monde s'était soudainement clarifié, s'inscrivant dans la chronologie que nous connaissons. Mais voici ce qui me hante. Cette dernière génération qui aurait pu se souvenir. Les personnes nées dans les années 1850 et 1860, qui auraient été adultes durant la prétendue période des inondations et qui auraient pu raconter à leurs petits-enfants le monde d'avant, périrent en masse lors de la Première Guerre mondiale et de la pandémie de grippe espagnole. Un autre bouleversement démographique, une autre rupture dans la chaîne de la mémoire. Je ne suggère pas que ces événements aient été fabriqués, mais le moment choisi, la méticulosité avec laquelle ils ont éliminé les derniers témoins susceptibles de contredire la version officielle, la façon opportune dont ils sont apparus juste au moment où la première génération née dans le nouvel ordre atteignait l'âge adulte. Le schéma se répète avec une précision troublante. Alors, où sont-ils tous passés?
Les survivants du déluge, s'ils ont existé, les témoins de l'événement ou de la transition qui s'est produite, où sont passées leurs voix. Certains, je crois, ont fini en asile, leurs souvenirs pathologisés et effacés. D'autres ont été dispersés dans des trains d'orphelins, leur enfance effacée, leurs questions sans réponse. Certains s'intégrèrent discrètement, préférant le silence au prix social d'être considérés comme fous ou arriérés. D'autres périrent lors des épidémies et des guerres qui, comme par hasard, s'abattirent sur la société au moment précis où leurs témoignages auraient été les plus précieux. Mais la plupart, comme tous les témoins gênants, se serrèrent dans le silence, non pas par un acte de répression brutale et isolé, mais par une multitude de pressions sourdes. Pression sociale pour se conformer, pression économique pour accepter les nouveaux systèmes, pression médicale pour douter de leurs propres souvenirs. La pression exercée sur le système éducatif pour abandonner les connaissances traditionnelles au profit de nouveaux diplômes est manifeste. Les preuves suggèrent un phénomène bien plus vaste qu'une simple dissimulation. Elles laissent entrevoir une réorganisation complète de la civilisation, si profonde et si bien orchestrée qu'en 2 générations seulement, le monde d'avant est devenu un mythe. Les survivants devinrent des patients, des enfants trouvés, des individus dispersés sans voix collective. Leurs enfants formèrent la première génération du nouvel ordre, né dans un monde où le passé se réduisait aux manuels scolaires. J'ai commencé cette enquête à la recherche de personnes. J'ai trouvé des absences, des vides là où les voix devraient s'élever, des archives qui documentent tout sauf l'essentiel, des photographies qui montrent les fouilles, mais pas les explications, des bâtiments qui semblent tout juste construits, sans aucune trace de leur origine, des enfants arrivant par train entier, sans qu'on sache comment ils sont arrivés. L'histoire officielle nous dit que la fin du 19e et le début du 20e siècle furent une période de progrès, d'industrialisation et d'expansion sans précédent. Et peut-être est-ce vrai. Peut-être que tous ces bâtiments ornés ont réellement été construits en quelques années par des civilisations se déplaçant à l'époque des calèches. Peut-être que ces 250 zéro-enfants étaient vraiment tous des gamins des rues. Peut-être que la prolifération des asiles n'était en réalité qu'une réforme progressiste. Peut-être que chaque grande ville avait réellement besoin de procéder à des travaux d'excavation pour des projets de terrassement de routine. Peut-être. Mais les questions persistent. Elles s'accumulent. Elles forment des schémas qui ne peuvent être expliqués ni par le hasard ni par l'évolution sociale naturelle. Il s'est passé quelque chose d'assez important pour nécessiter une réinitialisation complète. Assez important pour qu'il faille éliminer les témoins, effacer les souvenirs et rédiger une nouvelle histoire officielle. Qu'est-il advenu des survivants du déluge de boue? La question la plus pertinente serait peut-être: que faudrait-il pour qu'une civilisation entière oublie? Quelle combinaison d'institutionnalisation, de relocalisation, de systèmes de certification, de pression sociale et de renouvellement générationnel faudrait-il pour remplacer une version de l'histoire par une autre en seulement 50 ans? Pas grand-chose, en réalité. Juste des asiles pour ceux qui se souviennent trop clairement. Des trains abandonnés pour ceux qui pourraient un jour se souvenir. Guerres et pandémies pour éliminer les derniers témoins. Et le temps pour la dernière personne connaissant la vérité de mourir dans un asile. Ses souvenirs relégués au rang de délire de grandeur ou de nostalgie d'un lieu qui n'a jamais existé. Je n'ai pas de réponse. Seulement des questions qui se multiplient à mesure que je creuse. Seulement des schémas qui se répètent avec une précision troublante. Seules des absences là où la présence devrait être évidente. Seul le silence là où il devrait y avoir des voix. Une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'oublier. Et maintenant, vous non plus.